Ouais, famille. Quel est l'état actuel du prophète David Jérémie Aimé? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Regarde un peu cette vidéo. Sinon, ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne parlent pas. Nous sommes là, nous demandons que Dieu nous fasse grâce. Ceux qui nous cassent les bras et les pieds là, c'est des politiciens. Les gens qui se font appeler l'opposition. Ils attendent que quelqu'un vienne, Dieu vienne du ciel pour enlever Draman Ouattara. Et c'est même si ici, il a déjà paillé depuis plus de 3 mois et qu'ils sont en train de faire circuler les silicones, c'est pas grave. Mais son fils, Téné Birahima, et puis la personne qui commande la Côte d'Ivoire, qui est en train de gouverner là, c'est Dominique Nouvian. Regardez le petit qui faisait les vidéos là. On lui a donné de l'argent pour le faire taire. Nos confrères ivoiriens là, on leur donne de l'argent. Donc c'est ça là qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut négliger, il faut refuser tous ces... Moi, je supportais certains partis de l'opposition ici. Mais j'ai compris que personne ne se lève. Quand on dit aujourd'hui que tel politicien arrive ici en Europe, là, tout le monde se lève là pour aller serrer la main. J'ai dit non. Mes parents souffrent. Forêt, là, c'est chez nous qu'on a arraché à l'ouest. Village, là, c'est chez nous qu'on a arraché à l'ouest. Les gens, on les a découpés avec machette à l'ouest. Et puis ces politiciens, ils étaient où? Donc, comme le frère l'a dit, il faudrait qu'on trouve des stratégies. Mais je vous dis que personne, ceux qui ont fait des vidéos sur les panels là, si vous voyez qu'ils se sont tués là, c'est parce que les gens ont volé leurs idées pour aller nous attaquer. Voici le secret qui est là. Ils ont pris, voilà, nos secrets pour attaquer. Donc si vous avez autre chose, essayez de trouver encore. D'accord, merci maman. Merci maman. Moi, je ne suis pas là pour défendre un quelconque parti, mais aussi quand la vérité est là, comme on est dans un panel de vérité, il faut reconnaître certaines choses que certains leaders font. Il y a Damana Picasso là, c'est enfant de quelqu'un. Hein. Les Blaise Lasme là, ce sont des enfants de quelqu'un. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est pas seulement eux. Il y a beaucoup de prisonniers, je suis d'accord avec vous. Mais il y a beaucoup de l'opposition vraie qui sont en prison. Dans l'opposition, c'est qu'il y a des faux types. Il y a des gens qui sont là pour prendre nos idées, pour aller attaquer. Mais il y en a aussi qui payent de leur prix. Et le président en question, il a fait la prison 10 ans. Et c'est pas la première fois qu'il fait la prison. Depuis Fobani, il fait la prison. Donc il y a des gens qui font la prison. Donc il ne faut pas cracher sur toute l'opposition. Dans l'opposition, il y a des gens qui sont faux, qui viennent, ils font semblant, et puis après on les trouve à Paris ici, ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer au pays, après ils rentrent, et puis voilà. Mais il y a des gens qui sont dans l'opposition sur le terrain et qui font ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on compte sur des politiciens, c'est nous le peuple, on s'est levé, mais quand quelqu'un fait quelque chose, il faut reconnaître. Sinon il y a les Blaise Lasme, les Daïn Nestor, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. C'est leur vie aussi qui passe. Donc ça aussi, c'est à reconnaître, hein, c'est pas à cacher. Mais il faut que le peuple comprenne. Quand les gens se lèvent pour donner les mots d'autres, que le peuple ne se lève pas, vous voulez qu'on fasse quoi? On peut faire autrement. Voilà, donc il faut dire, quand le peuple est dans la distraction, c'est Biama qui veut le danser, c'est Simpa qui veut le danser, c'est écouter les Mabio. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Sinon sensibiliser. Les gens font ce qu'ils peuvent faire. Donc il ne faudrait pas accuser systématiquement les leaders de l'opposition. Il y a beaucoup qui font du bon travail. Il y en a qui sont des indiques, il y en a qui sont des espions dans l'opposition, il y en a qui travaillent pour le pouvoir en place, on le sait. Maintenant, il faut trier le bon grain du mauvais grain. Ça prendra du temps. Il y a tout ça aussi. La crise de la Côte d'Ivoire, c'est une crise particulière parce qu'il y a tellement de faux mélangés au vrai qu'il faut enlever le faux pour avoir le vrai. Vous voyez, le diamant là, c'est mélangé avec beaucoup de pierres. Mais tant qu'on n'a pas encore fait l'épuration, on ne voit pas le diamant. C'est vrai, ces pierres se ressemblent un peu. Mais tant qu'on n'a pas encore passé au feu, le bon métal ne sort pas. Donc c'est aussi ça. C'est le feu en train de traverser là. Je suis d'accord que nos parents ont déjà ceci, cela. Mais si les gens n'ont pas fait prison, les gens n'ont pas payé le prix, on a dit oui. On a fait des procès comme on l'avait dit. On sait qui c'est. À nous, le peuple, qu'est-ce que nous on fait? Il y en a qui sont les 10 ans à la haie en prison, il y en a qui sont en prison actuellement. Mais le peuple là, ils vivent, ils mangent leur porc au fou, ils sont là, on leur donne les bières, ils boivent. S'ils ne peuvent pas prendre conscience, qu'est-ce que les gens peuvent y faire? Les gens parlent. Vous voulez que les gens ne sont pas habitués à utiliser les guitares et les armes blanches comme les autres. Les autres là, eux, ils sont violents, eux, c'est là comme ça. Les autres, eux, ils ont toujours fait la politique avec le dialogue, avec les idées, avec des points clés. C'est ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, 40 ans, et puis ils sont arrivés au pouvoir en 2000. Il y en a, eux, on va dire mis le pouvoir. Eux, quand ils faisaient les marches, il y avait les Kalachnikov dans leurs marches. Eux, c'est leur manière de faire. Donc, quand quelqu'un a fait quelque chose, il faut le reconnaître quand même. Voilà. Donc, je vais passer la parole rapidement à Madoukoué. Tu es là? Madoukoué. Ah, monsieur, dame. Vas-y. Vous m'entendez? J'entends, allez-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à nos mamans. Stéphie, merci. Vraiment, mon frère, l'achète. Ouais, c'est vrai que c'est quoi? L'achète, ouais, il croit. Pardon, ça va. On sait que tu es un peu découragé. Quand dans tes propos, on dit que tu es fatigué, tu es découragé. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Quand on va dans notre vie, on sait tous qu'on est dans l'opposition. Ici, on ne parle pas de politique, mais quand on parle, on sait qu'on est de l'opposition.
Regarde, Attends, regarde un peu. mon frère, attends un instant. Archange, tu peux augmenter les dispositions. Il y a des gens qui veulent monter, pardon. Tu peux changer la disposition pour mettre plus de personnes. Merci. Alors, je descends parce que ça Malheureusement, c'est cette disposition-là qui prend plus Ok, de donc personnes. maman, si tu laisses ta place, il y a quelqu'un qui va monter. Merci. Vas-y, mon frère. Ok. Gbagbo, en son temps, il a souffert. Parce qu'il voulait faire la paix. On ne sait pas prendre les armes. On ne sait pas prendre les armes. Voilà pourquoi on a eu Accra 1, on a eu Accra 2. On a eu Pretoria. On a eu Accord de Ouagadougou en 2007. On a eu Makoussi chez Thabo Bekis pour faire la paix. Les gens n'ont pas accepté. Il a même pris Soro comme premier ministre. Les gens se moquent de nous, que la rébellion, on la mate. Que pourquoi on n'a pas les moyens de mater la rébellion. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a chuté. On a chuté. Les gens se moquent de nous. Que vous dites que la rébellion, on a pris les armes. Une rébellion, on la mate. Pourquoi vous n'avez pas maté la rébellion? Vous n'avez pas les moyens de mater la rébellion. Pourquoi vous avez les moyens pour mater la rébellion? Mais vous ne voulez pas tuer les Ivoiriens. Vous ne voulez pas dire les Ivoiriens. Tant pour moi. Voilà pourquoi il a laissé aujourd'hui, on traîne. Mais Dieu est fort. Parce que quand on dit la rébellion en Côte d'Ivoire, 2011, c'est le Mali, le Niger, le Burkina qui sont associés, qui sont venus dire à nos parents. 1500 morts là-bas, à Doukwé, chez les guerriers, en une seule journée. Ce n'est pas les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, si ces gens-là, le Mali, le Burkina, le Niger, sont avec nous maintenant, ils sont avec le président Laurent Gbagbo, on a dit Dieu merci. Gbagbo a toujours fait la politique pacifiquement. Il a dit toujours dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit merci à Stéphane, qui a dit Dieu avec nous. Ceux qui sont là même qui ont pris les armes contre nous en 2011, même pas 100 ans, 50 ans déjà, ils sont avec nous. On a dit Dieu merci d'abord. Il y a un grand pas que Dieu a fait. Parce qu'ils ont toujours pris les armes en 2002, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En 2002 déjà, ils ont divisé le pays en deux. 2 ans après net, ils ont divisé le pays en deux. Si ce n'est pas les sanguinaires qui sont habitués, les terroristes, qui aiment les armes. Aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais ils ont pris les armes, ils ont pris le pays. Pourquoi on a fait plus de 10 fois la prison, tant de guerre aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu, beaucoup d'hommes ont nié qu'ils n'allaient pas revenir. On était là tous ici, encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'allait pas revenir. Aujourd'hui, il est venu. C'est que c'est tout est Dieu. Ceux mêmes qui l'ont combattu. Beaucoup est vieux, allez là, il vit comme ça, il marche comme ça, mais étant jeune, ils sont très partis le laisser. Dieu a un plan pour lui. Dieu a un plan pour nous. On va prendre la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. On va prendre notre pays. Et puis, arrêtez de comparer un peu le Burkina et la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas peut-être le Burkina. Nous, on connaît. Ici, quand on dit Burkina, il y a plus de 60 ethnies, hein, mais c'est les Mossis seuls qui gouvernent ici. Depuis que le Burkina est créé. Allez-y, faites l'histoire. Autant de Thomas Sankara, autant là-bas, jusqu'à aujourd'hui, c'est les Mossis. Parce qu'ils sont peuplés ici. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi ici, quand les Mossis se lèvent, on dit qu'on t'échange, on t'échange. Mais encore une fois, si on se lève, plusieurs fois on s'est levé, on ne peut pas tout décrire ici. Plusieurs fois on s'est levé, plusieurs fois aussi nous attaquer. Pourtant, quand on se lève, on doit arriver au palais pour dire au président qu'on est contre lui. Là, on fait quelque chose. Mais déjà, nous, on se lève au quartier, déjà, les jeunes du nous bloquent. Ici, au Burkina, c'est pas comme ça. C'est quand les Mossis disent que merde, c'est merde. Donc, c'est pas la même chose. Encore une fois, là-bas, nous, là, on est tellement mélangés. Tu vois, le Baoulé, il est là-bas, le Baoulé, il est ici, le Pété, là-bas, c'est mélangé. Si au Burkina, là-bas, c'est les Mossis qui dirigent le pays depuis des années. C'est ce qui fait les forces. Encore une fois, on a des forces. Disons merci à Dieu, aujourd'hui, nous sommes là. Et ceux-là même qui nous ont combattu aujourd'hui veulent manger avec nous, veulent vivre avec nous. On a dit Dieu merci. On fait passer le. On m'appelle. Oh. Bon, Lassina, le temps qu'il revienne, tu prends la parole. Lassina, tu es là? Lassina 2. Oui, le monsieur là. Oui. Oui, Lassina 2, tu es là? Peut-être tu peux parler. Non, attends, il y a d'autres personnes qui sont montées avant toi. Élise, vas-y. Non. Toutes mes sœurs, s'il y a des femmes ici, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Allô? Archange, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais... mon micro. Comment? Pardon? Vous parlez... Je n'arrive pas à ouvrir mon micro. Ouais. Bon, Il va parler. D'accord. Là, après, tu donnes la parole. D'accord. Vas-y, Lassina. Lassina. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui. Désolé, Vous m'entendez? Désolé. Lassina, Je suis attends. là. Il faut chuter en 2 minutes et puis on en parle. Vous me recevez? Vous me recevez? Oui, on te reçoit, vas-y. Vous me recevez? On te reçoit, vas-y. Ok. Moi, actuellement, ok, c'est compris. Ok, merci. Moi, ce que je demande actuellement à tous les militants, c'est-à-dire de l'opposition comme du parti au pouvoir, c'est de trouver des moyens pour s'entendre dans le pays. Parce que les discours de motivation, et surtout de motivation aux affrontements, n'est pas bon pour le pays. Et n'est pas bon pour l'avenir du pays. Vous voyez? Moi, je souhaiterais que les leaders de l'opposition, même pas les leaders en tant que tels, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, les militants peuvent déjà se consulter là-bas. Trouver des solutions pour avoir des solutions pacifiques pour un règlement pacifique pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'une journée d'affrontement est dangereuse pour l'avenir du pays. Parce qu'on sait quand est-ce que ça va commencer et à l'avenir, on ne sait pas quand est-ce que c'est fini.
Honnêtement, c'est ce que je demande. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Parce que je viens de vous prendre en marche, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Merci. Merci, mon frère Lassina, mais je te posais une petite question rapidement. Tu sais ce qu'on appelle le Forum de la Réconciliation en 2002? Oui, oui. On avait demandé les mêmes choses aux autres, non? Ou non? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Bon, moi, vous allez m'obliger à décortiquer un peu. Vous parlez de la rébellion. Vous me dites qu'ils ont fait ça et puis on s'arrête là. Moi, ce que je vous demander, vous n'avez pas besoin de décortiquer. Non, certainement, vous voulez parler de la rébellion, certainement. C'est vous qui l'avez dit. Bon, ok, d'accord. On peut appeler ça la rébellion? Donc, la rébellion, vous savez, la rébellion... Attendez, je lui fais une petite photo. On peut appeler ça la rébellion? La rébellion de 2002. Oui. La rébellion de septembre 2002. Oui. Était préparée déjà en 2000 avec le général Gueye avec ses petits qui sont montés au pouvoir. Et quand ils ont fait monter le général au pouvoir, ils se sont pas entendus un moment. Ces enfants sont allés se réfugier au Burkina. Et pendant qu'ils étaient au Burkina, Gueye est tombé ici. Et les gars maintenant cherchaient à rentrer puisque le général est tombé. Oui. Et Burkina, le président burkinabé a demandé au président ivoirien, Compaoré, qui a demandé à son ami Gbagbo, de permettre aux éléments qui sont au Burkina de rentrer parce qu'un seul militaire à l'étranger est dangereux pour son pays. A fortiori 150, c'est trop, de les laisser rentrer. Et le président ivoirien lui a dit, oui, qui peuvent rentrer. Et ceux qui sont rentrés, d'autres ont été pris, emprisonnés. Et se sont arrangés avec comme si certains de faits d'armes se sont échappés. Et il y a Djibril Bassolé qui a interpellé le ministre Feu Bogadoudou pour lui dire la même chose. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, tous les Goulmans chantaient ça à Abidjan, quand on voit le dos du nageur. Quand tu es dans l'eau, c'est ton ventre, on voit c'est ton ventre qui est dans l'eau, sinon ton doigt, ton dos. Tu vois. Qu'ils maîtrisent la situation, les feux là où ils s'arrêtent, les boîtes de nuit où ils vont s'amuser, ils connaissent tout. Attends, ce sont des Ivoiriens qui ont servi dans l'armée ivoirienne, qui devaient toujours servir. Parce que ceux-là ont fait le coup d'État et ils ne sont pas entendus, sont sortis. Excusez-moi, je ne comprends pas quelque chose, monsieur Lassina. Vous nous faites savoir qu'il y a des gens qui ont quitté le Burkina, qui sont rentrés en 2002 et que le président Gbagbo a dû mettre en prison. C'est ce que vous nous faites savoir? Tu vas finir ici. Non, mais pas sur la partie là, je n'ai jamais entendu dans mon territoire. On a aussi contemporain des faits. Hein. Nous, on n'a pas appris ça. Donc, vraiment, franchement... C'est nouveau pour moi, hein. Wow, nous sommes en train d'échanger. Moi, je ne suis pas PPACI. Hein. Moi, j'ai toujours été. Il faut donner le nom des gens qui ont été emprisonnés là. Mais c'est nouveau pour moi, hein. C'est faux. Il va parler, on va l'entendre. Il est en train d'agrémenter son parole. On va pas répondre. Calmez-vous. D'accord, vas-y. Voilà, calmez-vous. Bon, déjà, pour le nom de ceux qui étaient en prison ici, Kone Zakaria est en prison ici. Ouattao est en prison ici. C'est en prison qu'ils sont pris. Il a eu un problème de ça. Il a eu un problème à la jambe. Bon, je vous arrête, s'il vous plaît. Je viens. Je vous explique. Non. Pourquoi vous revenez? Je vous arrête parce que dans les trucs comme ça. On est des grandes personnes. Il faudrait qu'on soit des personnes sérieuses. Il y a des enfants qui nous écoutent, il y a des jeunes qui nous écoutent en bas. Donc, ne divulguons pas ce qui est faux. Tous ces cas que tu as cités là, leurs problèmes qu'ils ont eu là, c'est sous Gueye Robert quand ils ont fait les différentes mutineries. Donc, je t'arrête là. Faut pas dire c'est ce que je vous explique. Ça a commencé en 2002. En 2000. C'était pas en prison sous Gbagbo. Ça a commencé en... Pardon? Okay. Mais il faut spécifier sous quel régime ils ont eu leurs bobos, leurs problèmes, pieds cassés, dents enlevées. Il faut préciser que c'est sous le général Gueye. Quand tu parles comme ça, tu as dit qu'ils sont entrés sous Gbagbo et puis ils ont eu leurs problèmes. C'est pas vrai. Il faut préciser le contexte. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en bas. Sinon, c'est de la fausse information. Ça, là encore, ils vont mettre les gens en prison pour ça. Voilà. Donc, il faut préciser. Merci, vas-y. Tranquille. Il faut se tranquilliser. Et quand ils sont... Écoutez, quand ils sont sortis, si... Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui étaient dans l'armée, beaucoup de personnes qui étaient du bord du président Gbagbo, du PPC qui sont sortis. En ce moment, c'est le FPI qui sont sortis. Mais s'ils étaient maintenus, et ils ont utilisé les moyens forts. Ou bien. Donc, si on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'autre leader demande de pardonner. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a demandé de pardonner. L'autre côté aussi demande le pardon. Moi, je pense que le pardon, ça peut faire avancer. Au fur et à mesure qu'on répète, ça peut faire avancer. Mais quand des hommes de Dieu aussi s'impliquent, sachant qu'ils sont beaucoup écoutés chez nous ici, s'ils s'impliquent, les imams s'impliquent, les chrétiens s'impliquent, et de façon négative, parce que c'est pas intéressant. Raison pour laquelle moi je dis, pour couper court,
il faudrait qu'on ait des discours pour apaiser. Parce que la guerre, l'affrontement, ça met le pays en retard, ça fait des regrets, et c'est des années après, beaucoup d'années après. C'est ce que moi je voulais Le problème, c'est qu'on est victime de ça, de Draman depuis plus de 30 ans. Qui était d'ailleurs venu nous déstabiliser. C'est trop fort aussi. Nous, on n'a pas cherché ça. Quitter d'ailleurs, voilà, c'est ce qui est dangereux. Voilà, nous, on n'a pas quitté notre Côte d'Ivoire pour aller venir... à Saint-Dou, aller commander. Jamais on n'a fait ça. Donc, le contraire doit être respecté. Non, vous avez une idée, voilà. vous devez contrôler ce que vous dites. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Depuis 2000, temps de Bédié, non, je viens, temps de Bédié, le neveu de la femme de Bédié a été arrêté au Burkina Faso en 1999, juste avant le coup d'État, parce qu'il était parti pour établir cette fête de nationalité pour le président Ouattara. Il a été arrêté là-bas, juste avant le coup d'État. Vous avez cette information? Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuves réelles. Ce sont des manipulations faites. Pour dire que non, celui-là, réellement... Mon ami, attends. On voit nos frères quand ici, comme le gars est décédé. La Sina, il y a Elise qui a demandé une motion. Permet qu'elle fasse sa motion et puis, tu vois, des choses, on t'écoute, mais mon frère, c'est lunaire, mais quand même, on t'écoute. Elise, vas-y. Merci beaucoup, frères et sœurs. Bon, moi, j'ai pas trop le thème d'aujourd'hui, mais je voudrais quand même... je suis venu là pour rassurer tous nos frères qui se posent des questions. Comme je n'ose pas trop dire le nom, mais la chatte ou la chette, voilà. Mais franchement, je sais pas si Monsieur Lassina il est en campagne de Ouattara ou bien je sais pas, mais nous ne venons pas de naître, hein. Donc c'est le genre de sujet, dire que oui, il y a eu des gens les rebelles qui ont fait les gens ont fait la prison, après ils sont revenus en Côte d'Ivoire de temps en temps, et puis le président Laurent Gbagbo les a mis en prison, ou bien bon, on n'a pas ça, franchement, faut pas qu'on s'attarde sur ces genres de trucs là. Ce que je voudrais dire ici à tous nos frères, c'est que c'est vrai, nous sommes dans une bataille, mais le président Laurent Gbagbo, quand il fait ses discours, quand il parle, je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas forcément PPAC, on est de divers trucs, mais nous sommes les enfants ivoiriens. J'aimerais ici rassurer tous nos frères et sœurs de ne pas se décourager. Quand on parle des leaders, il y a des leaders et il y a des vendeurs, il y a des arnaqueurs, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont trahi ce combat. Parce que l'ennemi ne rentre jamais dans un pays ou bien dans une famille sans l'aide des membres de cette famille. Voilà, bref, on va pas revenir là-dessus. Parce que quand je vois les gens aujourd'hui qui sont en train de faire, je sais pas, l'apologie ou bien faire le débriefing ou ce qu'on devait faire, ou quoi, moi, franchement, je trouve ça lamentable. J'ai pas envie qu'on écoute ça parce qu'on souffre trop. Voilà, et je tenais à rassurer quand même tous nos frères et sœurs que nous avons combattu. Nous nous sommes levés tous comme un seul homme. Le président Laurent Gbagbo, un homme qui a été démocratiquement élu, a été vraiment déporté jusqu'à dans un autre pays pour que le système colonial très dangereux pille notre nos ressources, notre pays. Et c'est ce combat-là. Il faut pas qu'on perde de vue. Quand on parle, oui, les leaders ne font rien, d'autres n'ont jamais perdu leurs parents et tout. Ne comparez pas. Surtout, moi, je voudrais que quand on parle des leaders, qu'on enlève même le président Laurent Gbagbo dedans, parce que cet homme-là, c'est grâce à lui aujourd'hui, on parle des partis en Côte d'Ivoire. Nos grands-parents étaient PDCI. Nous, on n'a pas connu, on n'avait pas, quand on est né là même, on a connu PDCI. C'est grâce à cet homme-là, le multipartisme, il s'est battu pour qu'il y ait aujourd'hui les partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui que la parole s'est libérée. Quand on parle, on peut même pas comparer aujourd'hui les pays naissants, c'est-à-dire que les jeunes qui ont pris leur pays aujourd'hui, qui se sont enlevés dans leur dos, la main coloniale qui pille, qui continue de piller, qui détruit nos pays africains colonisés, le Burkina, le Mali et le Niger. On ne peut pas comparer ça. Parce qu'il faut savoir que un seul homme, c'est-à-dire que il y a des hommes qui ont été déjà, comme les Lumumba, comme récemment le président Thomas Sankara, comme les Sékou Touré qui ont même dit, il y a des vidéos qui existent toujours, qui ont dit qu'ils préfèrent vivre dans la dignité que de lécher les bambines au système colonial. Voilà, bref. Moi, je voudrais dire ici, aux Ivoiriens, que vous êtes les meilleurs, vous êtes forts, parce que vous avez eu un homme qui s'est battu. Oui, mais il s'est battu sans les armes. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, il y a beaucoup de pays, pardonnez, ça, vous m'entendez? Ce que nous vivons aujourd'hui là, beaucoup de pays ont vécu ça, comme l'Iran. Vous avez vu, on regarde aujourd'hui, on a la chance de voir. Avant, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas, la communication était fermée. Autant même avant qu'on ne nous mette au monde, autant des Lumumba, les trucs comme ça, et même à notre temps là même, il n'y a pas longtemps que aujourd'hui nous voyons la vérité. Et même étant loin de nos pays, nous voyons la vérité. Donc, ne comparez pas l'incomparable. C'est vrai, il y a des moments où on s'en lasse, on se fatigue, mais
tant que tu es vivant, dis-toi, en tant qu'Ivoirien, tu es vivant et que tu as envie que ton pays soit libéré, en tout cas, il faut avoir le cardio. Comment les gens, le système, c'est pas que ce système colonial France-Afrique qui nous détruit, mais vous voyez aujourd'hui le monde, comment ça tourne. Les gens qui sont dans leur pays, les gens qu'on va chercher, même un président qu'on a menotté, on l'amène. Quelqu'un qu'on trouve dans son pays, en Iran, et on vient, on le jack. Nous avons une chance que dans notre pays, au début même, quand ça a commencé de 2002 jusqu'à quand on a déjà nos parents, mon papa, Chose Émile Bogadoudou, en tout cas j'en passe. Aujourd'hui, nos frères, comme les Picasso qui sont en prison, vous pensez que un face-à-face entre nous les Noirs, jusqu'à la population ivoirienne, qui croupit dans les prisons et d'autres sont drogués, d'autres sont devenus des oubis. Ce n'est plus la même génération qu'on avait connue hier. À chaque fois, pourquoi on recommence? Pourquoi on revient toujours à la case de départ? Parce que beaucoup d'Ivoiriens qui ont connu cette misère, qui ont connu le génocide en Côte d'Ivoire, beaucoup sont ma soeur, merci ma soeur. Beaucoup sont aujourd'hui, beaucoup ont retourné encore leur chemise parce qu'ils sont pressés. Ne soyons pas pressés, il faut qu'on ait le cardio. Parce que beaucoup ont basculé encore dans la rébellion. C'est-à-dire que les gens qui occupent notre pays, ce ne sont pas les Noirs entre nous les Noirs. Vous pensez que les gens là, vous les voyez physiquement, mais derrière eux, il y a le système. Il y a le système qui combat le président Laurent Gbagbo. Il y a le système qui combat les Ivoiriens. Parce que notre terre est riche. Notre sous-sol est riche. Donc, quand vous parlez des leaders, oui, vous voyez, les leaders, faites passer un bon message et encouragez les Ivoiriens qui souffrent dans leur chair. Parce que le message que nous allons, c'est très bien. Nous sommes devenus aujourd'hui, nos frères, comme les archanges, on est devenus des veilleurs de nuit, on est devenus des gardiens du temple. Et parce que les panels comme ça, là, c'est très bien. Il faut encourager ça. Mais ne montrez pas à l'ennemi que nous sommes trop découragés. Les gens ont demandé même, pour le braquage électoral, les gens ont demandé au président Laurent Gbagbo, il y a des journalistes qui sont venus, ils ont dit, mais toi tu préfères, tu demandes à tous les Ivoiriens d'aller dans la rue. Mais vous savez, c'est un homme politique, c'est un visionnaire. S'il avait dit oui, là, les gens sont prêts à massacrer. Parce que il est le vrai berger, c'est l'enfant du pays, il va pas laisser son peuple être massacré. Vous savez, les Noirs, les gens qui occupent notre pays, là, c'est eux qu'on voit comme ça, on pense que nous, les Ivoiriens sont forts. On a vu les Ivoiriens à l'œuvre. À l'hôtel Ivoire, on a vu les Ivoiriens avant qu'on ne déjà tous les Ivoiriens avant les Français ne montent dans les hélicos pour déjà. C'est parce qu'ils les gens même les rebelles n'arrivaient pas à bout des Ivoiriens. Vous êtes les meilleurs, vous êtes forts, mais sachez que nous ne combattons pas un homme. C'est un système très dangereux. La Côte d'Ivoire est devenue le seul endroit où ils peuvent réunir leurs biens volés, où le pétrole piller le pays, piller tout. Pour essayer de s'enrichir. On voit tout ça. Et puis vous venez sur les panels, ne soyez pas découragés. Et surtout, ne laissez aucune personne venir ici nous faire les détails, oui. Les gens sont venus et puis on les a pas réintégrés ou on les a mis en prison. Tout ça là, c'est faux. Je vous dis qu'aujourd'hui, si ça patine là, c'est parce que certains Ivoiriens sont devenus des collabos. Parce que l'ennemi ne rentre jamais dans une famille saine. Certains Ivoiriens même nous ont trahis. Et chaque jour, ça trahit, mais on continue. Donc, sachez que vous êtes forts. Sachez que les panels, là, c'est pas anodin. C'est pas n'importe quoi. Quand vous venez là, encourageons-nous. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, il faut qu'on s'encourage. On arrive presque vers la fin. Vous voyez l'Iran, tout ce qui tourne là, tout ça là, c'est comme un puzzle, hein. L'Afrique. Ça dit le réveil de l'Afrique là, ça va faire mal à la tête. À nos détracteurs d'hier. Parce que comment tu peux savoir, n'oublions pas aussi que c'est notre grand-père, Houphouët-Boigny, qui a fait qu'aujourd'hui on hérite quand même d'une souffrance. S'il avait écouté ses frères, comme les choses de Kwame Nkrumah, comme les Sékou Touré, comme depuis récemment le jeune, notre frère, le grand, Thomas Sankara. Aujourd'hui, on a l'air comme l'Algérie qui s'est enlevée dans les griffes des colons. Donc on paye, mais nous arrivons vers la fin et nous allons gagner. Je vous remercie. Nous allons gagner. Ne laissez pas quelqu'un qui va venir ici démentir quoi que ce soit. Les gens n'ont pas notre histoire en main. On ne va pas traverser notre histoire. Nous sommes bien. Nous étions vivants. Nous sommes des majeurs vaccinés. Et on sait ce qui s'est passé dans notre pays. Donc personne ne viendra nous mentir. On va maintenir les panels. Nous serons toujours les gardiens jusqu'à ce que, c'est vrai, c'est normal qu'on parle. On dit que Dieu va nous sauver. Et Dieu nous a déjà sauvés. Vous voyez aujourd'hui les pays comme le Burkina qui se lèvent, les pays comme le Mali, mais le président Laurent Gbagbo, il a sa main dedans. Donc, chers frères et sœurs, ne laissez personne venir sur le panel. Là, quand vous voyez que quelqu'un est un peu bancal, à tout cas, jetez son corps. Je vous remercie. Merci maman, merci beaucoup. Archange, tu es là? Oui, je suis là. Je vais descendre légèrement pour un truc là. Il y a Minamou qui est là pour la modération, vous pouvez continuer. Après, je vais remonter. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci, Vaillante SG. Merci pour ce beau discours. Donc, l'image que je viens de mettre là,
il s'agit, tout ça, ça fait partie de la terreur d'État. Ça veut dire, eux-mêmes, ils ont mis un système en place. Ils ont mis un système. Je n'ai pas envie d'aller en brousse là-bas. À contrôler. Vous voyez cette image-là? Il m'énerve. Il m'énerve. Ça s'est passé à, comment dire, Comment ça s'appelle là? Ça s'est passé à Yamoussoukro. C'est un douanier qui a été déjà par les Nyambro. Un douanier qui a été déjà par les Nyambro. Et ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est quoi? Parce que d'autres me diront, mais parce que le douanier s'appelle Koulibaly Aimé Lamté. Un truc comme ça, Koulibaly Aimé Lamté. Donc d'autres vont vouloir envoyer ça sur le volet ethnique pour dire non, mais c'est les mêmes, tout ça. Non, moi, je n'adhère pas, malheureusement, excusez-moi, mais bon, vous savez, j'ai toujours été franc. Je n'adhère pas au discours. Moi, j'adhère. En tout cas, moi, j'adhère. Non, mon frère, je ne peux pas t'empêcher, mais moi, je préfère te dire la vérité. Tu vois un peu. Et puis, je ne suis pas contre le fait que tu adhères à ça, tu as tes raisons. Voilà, moi, je tiens à mon objectivité, aussi à ma lucidité. Je n'adhère pas à ces discours-là. N'empêche que vous êtes là, chacun est libre de s'exprimer, tout le monde s'exprime ici, voilà. Personne ne sera censuré. Mais je vais dire qu'il y a un système c'est-à-dire un système d'État policier qui a été mis en place, un système de terrorisme d'État qui a été mis en place, qui est en train de se retourner contre les gens au pouvoir. Voici des personnes, vous avez pris le pouvoir grâce à l'aide d'une puissance étrangère. Vous avez pris le pouvoir par la force. Il a fallu que les hélicoptères des Mi-24 de l'armée française viennent bombarder le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Il a fallu que même fasse une intervention au sol tout de suite. On a vu ça. Avec le mandat de l'ONU. Non, l'ONU, pour moi, ça n'existait pas. L'ONU, c'est moi, c'est... Non, mais il a fallu donc que de manière juridique, il se donne le droit international de venir justement arriver avec les 1024. Il n'y a pas eu de manière juridique. Il a pris le pouvoir par la force. Il n'y a rien eu de ça. Tout ça a été formulé par le manigance. Il n'y a pas eu de manière juridique. Regardez un peu, regardez au Congo. L'ONU est au Congo. Ouais, que vous êtes en train de vous contredire. Comment? Les petites forces au truc... Vous êtes en train de vous contredire. C'est sous mandat onusien que les forces françaises ont frappé. Il y a eu le mandat de l'ONU. Il y a eu les forces, comment on appelle les forces onusiennes? Il y a eu le mandat de l'ONU. Oui, mais vous dites qu'il n'y a pas eu. Donc, non, finalement, effectivement, c'est contredit. Non, c'est pas ça. Ça a existé. Non, ça a existé. En disant... Le mandat onusien que la France a chicoté. En disant, de mon point de vue... Oui, c'est sous mandat onusien. Lassine, excusez-moi. Je vais expliquer à maman TikTok. Quand elle dit, il y a eu le mandat de l'ONU, effectivement, elle a raison de le dire. Oui, il y a eu un mandat de l'ONU. Mais quand je dis, à mes yeux, l'ONU n'existait pas, moi, c'est ma vision, c'est ma perception des choses. Parce que c'est quoi, au final, l'ONU, c'est quoi? Mais ils se sont donné un droit juridique. Et c'est tout ça qui a, voilà, qui leur a permis. Attends, vous-même, vous étiez là. Ça la demande. Tout ça, c'était une manigance. Tout ça, c'était une manigance. C'est la décision de la CEDEAO, par la suite de la décision de la CEDEAO, où le président français était même à la salle pour aller siéger. Depuis qu'on a vu ça, un Français allait donner au président africain. C'est le président Gbagbo qui a demandé que l'ONU... Toute cette manigance-là, c'est le président ivoirien qui a demandé que l'ONU... Toute cette manigance, tout ce complot, on a vécu ça ici. C'est le président ivoirien qui a appelé l'ONU ici. La rébellion est encore à Boaké. C'est Gbagbo qui a appelé l'ONU ici. Jusqu'à présent, la rébellion est encore à Boaké. Vous savez ici, qui a appelé l'ONU pour certifier les élections en Côte d'Ivoire. 10 ans, vous étiez à Boaké. C'est Gbagbo qui a appelé l'ONU pour appeler les élections, pour certifier les élections. Dites merci à la France. J'ai dit c'est Gbagbo qui a demandé à ce que l'ONU certifie les élections en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le président Gbagbo qui a signé afin que l'ONU puisse certifier les élections en Côte d'Ivoire. Mais voilà, moi je voulais pas trop parler parce que j'avais fini, je voulais faire une petite introduction et puis après passer. Mais il va falloir que là je fasse un cours encore. Parce que vous les gens enfin, je serai pas dans cette logique de stigmatiser, de claniser les gens parce que c'est pas si tu appartiens au pouvoir en place ou tu es de l'opposition. Ça ne m'intéresse pas. J'estime que tu viens donner ton avis, donc j'irai sur cette base-là. Mais je vais t'éclairer un tout petit peu. Je vais essayer de t'édifier à propos de ce qui s'est passé. À propos de celui-même qui est actuellement à la tête de la Côte d'Ivoire, à savoir Alassane Ouattara. Ce qui s'est passé en 2011 là, quand moi je dis à mes yeux l'ONU n'existait pas là, je vais te démontrer pourquoi je dis ça. Mais c'est pas l'ONU qui a pris la décision en réalité en 2011 de bombarder la Côte d'Ivoire, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que tu entends? C'est Nicolas Sarkozy. Et le parrain politique d'Alassane Ouattara, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais aller à la base, à la racine, comme ça vous allez savoir. Parce que beaucoup de militants du RHDP même savent même pas dans quoi ils sont. Quand tu prends le parcours politique de Nicolas Sarkozy et que tu prends le parcours politique d'Alassane Ouattara, il y a quelque chose qui concorde en ce qui concerne l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ça concorde avec
l'accession de pouvoir de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État français. Et puis, ce n'est pas une coïncidence. Parce que c'est quelque chose qui a été programmé. Et la suite, on la connaît. Nicolas Sarkozy, c'est qui Nicolas Sarkozy? Mais Nicolas Sarkozy, voici un homme politique qui a passé sa vie à trahir ceux-là même qui ont fait de lui, c'est-à-dire ceux-là même qui l'ont accompagné dans sa carrière, dans ses débuts en politique. A commencé par un gars comme Jacques Chirac, a commencé par le président, je respecte sa mémoire, Jacques Chirac. Il faut bien écouter, vous ne connaissez pas, vous pensez que Ouattara là, c'est qui? Ouattara il n'est rien, voilà pourquoi vous dites toujours ici, là, Ouattara n'est rien. Parce que moi, je sais comment Ouattara est arrivé au pouvoir. Ouattara n'est absolument rien. On n'est pas là pour s'insulter. Non, faut te calmer tout à l'heure là. Tu as vu, ça fait 2 heures, il n'a pas pris la parole. Mais il faut me laisser ici là. Laissez intervenir, mais je n'ai pas insulté quelqu'un. Hein. Non, mais est-ce que je t'ai insulté? Monsieur Lassina, je vous insultais, vous ouvrez votre micro parce que si je Ouattara n'est rien, le président de la République de Côte d'Ivoire n'est rien. Ouattara, je ne parle pas de mon frère Lassina. Mais il a le droit de le dire, il n'est rien dans le système. Ouattara n'est rien, Lassina. Est-ce qu'il a dit Lassina n'est rien? Il n'est vraiment rien dans le système. Le système est régi de manière internationale. Lui, il est qui? Au niveau de son pion à lui, là. Peut-être que c'est Lassina qui représente Ouattara sur le panel, là. C'est ce que je veux savoir. Je ne peux pas te manquer de respect. Je ne représente personne. Je ne représente personne. Donc, monsieur Lassina, vous voyez, je vous respecte tout ça. Laissez tomber. Je parle de Ouattara. Je parle de la crapule à Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Moi, je m'adresse à cette vermine-là parce que c'est quelqu'un qui a... Vous parlez du président et de l'ancien président. Vous demandez à ce qu'on respecte l'ancien président. C'est même pas la peine d'écouter votre rêve. Je t'ai demandé de respecter quelqu'un ici. Faut que tu t'exprimes comme tu veux. Moi, c'est pas mon problème. Mais je dis Ouattara est une crapule. Et c'est ce que je suis en train de démontrer. En réalité, c'est ce qu'il est. M'exprimer comme je veux. Comment? Mon invitation ne me permet pas. Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi parler. Deux secondes. Il y a le panel. Attends, Lassina, attends. Attends d'abord, mon frère. Il y a le panel où l'opposition ne monte pas. Il y a le panel où vous ne laissez pas bien essayer de monter. On t'a donné la parole si tu es là avec nous. On peut faire de ça, il n'y a rien. Tu descends et puis on continue. Tu descends et puis on continue. Regardez-moi Konori là. C'est un rebelle. C'est quoi on ne peut pas vous dire. Donc voilà, c'est bien, il s'est déconnecté, tout ça, ça tombe bien. Donc, Ouattara est une crapule. Est un imposteur. Je vais vous dire ce qui fait la force d'Alassane Dramane Ouattara. Et je vais vous démontrer que ce pouvoir-là est terminé. Ouattara, là, il doit tout à Nicolas Sarkozy. Il y a 2 personnes. À Nicolas Sarkozy et à Dominique Nouvian. Je répète, Ouattara doit tout à 2 personnes. Dans sa vie, il a 2 personnes. Nicolas Sarkozy, Dominique Nouvian. Au niveau politique, au niveau purement politique, il doit sa carrière, il doit son ascension au pouvoir à Nicolas Sarkozy. Et au niveau de tout ce qui est, comment dire, lobbying, et tout ce qui est relationnel, en dehors du cadre ultra politique, il doit cela à Dominique Nouvian, qui est en réalité, qui n'est pas son épouse. Dominique Nouvian est une partenaire. Dominique Nouvian est en réalité celle qui détient le carnet d'adresse d'Alassane Ouattara. Parce que peut-être elle a une couleur de peau qui lui permet d'entrer dans beaucoup de sectes, qui lui permet une couleur de peau. Et également elle appartient à une race qui vraiment a beaucoup de privilèges dans ce monde ici-bas. Mais là n'est pas le problème. Parlons de Nicolas Sarkozy parce que c'est lui qui m'intéresse. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a été fait par Jacques Chirac. Je répète, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a été fait par Jacques Chirac. Et pour ceux ici, là, peut-être sur ce panel, d'autres vont témoigner. Ce qui a fait la force de Nicolas Sarkozy auprès de Jacques Chirac, c'est l'amour que Bernadette Chirac avait pour ce petit-là, Nicolas Sarkozy. Donc Bernadette Chirac a longtemps pesé aux côtés de son mari pour qu'il puisse vraiment faire des faveurs à Nicolas Sarkozy, qui l'a trahi à un moment donné, à un moment clé de sa vie. Est-ce que vous savez ça? Donc, je prends le cas par exemple comment dire, de la mairie de Paris. Comment Nicolas Sarkozy est devenu maire de Paris. Il y avait l'UMP à l'époque, pas de Paris, mais Neuilly-sur-Seine, autant pour moi, de Neuilly-sur-Seine. À l'époque, il y avait un maire UMP qui était maire à Neuilly-sur-Seine. Et le gars, pendant plein mandat, il a perdu la vie. Donc, quand c'est comme ça, il faut réunir les conseillers municipaux et puis bon, faire une nouvelle élection et élire un nouveau maire qui appartient au parti au pouvoir, enfin, sinon, qui appartient, je dirais, au groupe politique du maire qui a perdu la vie. Et au sein de l'UMP, il y avait un ténor également de l'UMP qui était proche non seulement de Jacques Chirac, qui à l'époque était le patron de l'UMP, mais qui connaissait Sarkozy. Donc quand la situation a eu lieu, le ténor là, qui à la fois était proche de Jacques Chirac,
qui a aidé Nicolas Sarkozy à s'introduire auprès de Jacques Chirac, est allé voir le petit. Il dit, bon, tu sais, vu que notre gars, il est décédé, normalement la mairie, ça nous revient, on va juste convaincre les conseillers municipaux parce que nous sommes majoritaires au sein de la mairie. C'est sûr que bon, ça va revenir à un homme, enfin, à un cadre de l'UMP et ça sera moi. J'ai déjà discuté avec Chirac, on est déjà d'accord tout et tout. Mais comme nous sommes en politique, je vais te demander d'aller convaincre tous les conseillers municipaux, que ce soit ceux du pouvoir, que ce soit ceux qui sont de notre bord politique, comme ceux de l'opposition. Mais surtout, il faut convaincre ceux de l'opposition pour que ça soit facilité. C'est comme ça que Sarkozy va à la rencontre. Écoutez bien, vous allez voir comment ce gars-là, c'est un opportuniste. Et ce sont ces techniques-là que Ouattara utilise aujourd'hui. C'est comme ça que Sarkozy, à l'époque très jeune, va à la rencontre des conseillers municipaux, de l'UMP et également de l'opposition. De la mairie, j'ai dit bien de la mairie de Neuilly-sur-Seine. Quand il va là-bas, il se rend compte que les conseillers municipaux là, le discours de rejet, il trouve trop de défauts au gars, on trouve qu'il n'est pas charismatique, on trouve que c'est quelqu'un qui est nonchalant, tout ça. Sarkozy bondit sur cette occasion-là. Et il commence à lui-même faire sa campagne. Au sein du parti et au sein de l'UMP. Il commence à lui-même faire sa campagne pour être maire de Neuilly-sur-Seine. Tandis que les gars l'ont envoyé pour aller convaincre les gars, tout et tout. Et, de façon clandestine, Sarkozy fait sa campagne au point où celui-même qui l'a mandaté là, mais au final, il a eu écho de ce qui s'est passé. Et il était étonné. Il dit non, au départ, il ne croyait pas, mais au final, il a commencé à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui s'est tramé contre lui. Il dit, mais le petit là, c'est moi qui l'ai envoyé d'aller convaincre les gens, c'est parce que je ne vais pas trop me casser la tête, je sais que de toute façon, la mairie nous reviendra. Donc, je suis étonné. Et ils ont informé comme de la direction de l'UMP. Jacques Chirac était à la tête de l'UMP, il dit, mais c'est pas possible. Sarkozy, c'est un gamin, il vient de trucs, je crois que c'était en 80, si je me trompe pas, dans les années 90. En 90 et 93. Il dit, mais c'est un gamin, ce gars-là, tout et tout, donc voilà. Et que c'est pas possible. La mairie doit revenir à l'ami de Jacques Chirac, qui était effectivement à l'époque un ténor de l'UMP. Mais Nicolas Sarkozy avait tellement manœuvré, il avait tellement manipulé les autres cadres de l'UMP, qu'au final, eux tous sont rangés de son côté. Et il allait voir Jacques Chirac. Il a dit, ah, le vieux, tu sais, ton gars là, normalement, c'est lui qui doit être maire. Mais voici ce que les cadres de l'UMP de Neuilly-sur-Seine, qui est, je dirais même la commune la plus riche en France, de Neuilly-sur-Seine, disent ils ne veulent pas du gars en question. Et moi, ils me préfèrent. Donc, si tu essaies de faire un passage en force, ça risque de compromettre ta carrière présidentielle, ton destin présidentiel. Parce qu'en 1995, là, Jacques Chirac, lui, il devait encore être candidat à l'élection présidentielle. Ça risque de compromettre ton destin présidentiel. Donc, Chirac, il était en face des faits. Donc au final, il dit, ok, il n'y a pas de souci, vas-y, présente-toi. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy est devenu maire de Neuilly-sur-Seine. Et pour ceux qui ne le savent pas, je crois que c'est lui-même qui a célébré le mariage de Dominique Ouattara et d'Alassane Ouattara à Neuilly-sur-Seine. C'est Nicolas Sarkozy là, qui a célébré le mariage en tant que maire de Neuilly-sur-Seine, de Ouattara et Dominique, c'est lui qui a célébré le mariage. C'était son ami. Oui, tout à fait, oui, ça on l'a su. Vous voyez, c'était son ami. Je viens d'expliquer comment il est devenu maire. Et après ça, où Nicolas Sarkozy va trahir, mais là il est dans la peau maintenant du grand traître, où il va trahir comment dire, Jacques Chirac. Jacques Chirac qui au final était un peu complaisant, il t'a permis d'être maire, d'être candidat de l'UMP, voilà, et il a remporté l'élection en tant que maire de Neuilly-sur-Seine. Mais à l'approche de l'élection présidentielle, dans les années 94, voilà Nicolas Sarkozy qui a été ministre, mais grâce à qui? Grâce à Chirac, qui à l'époque, il y avait la cohabitation dans le gouvernement de François Mitterrand. Il y avait la cohabitation avec un autre gars de l'UMP, dont j'ai oublié le nom. Est-ce que... qui peut me rappeler son nom? Il était ministre, je crois, il était premier ministre. Et il a nommé Nicolas Sarkozy ministre de l'économie. J'ai oublié le nom du gars. Aïe, 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 aïe. C'était également un ténor de l'UMP. Et lui aussi, il comptait être candidat à l'élection présidentielle de 1995, là. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un peu comme ce qui s'est passé au PPACI, où, voilà... Don Melo challenge, voilà, derrière, il veut faire des trucs, c'est comme ça. Mais, à l'époque de la cohabitation entre l'UMP et le Parti Socialiste, c'est Jacques Chirac qui propose, Edouard Balladur, merci, Edouard Balladur. C'est Jacques Chirac qui propose Nicolas Sarkozy à Edouard Balladur. Il lui dit, bon, ce gars-là, c'est mon petit, il faut le mettre dans le gouvernement. Est-ce qu'on se comprend? Il faut le mettre dans le gouvernement. Donc, c'est comme ça que Nicolas Sarkozy est nommé ministre
de l'économie. Et il siégeait à Bercy. Mais quand ils entrent au gouvernement, celui grâce à qui Nicolas Sarkozy est entré au gouvernement, à savoir Jacques Chirac, là, Nicolas Sarkozy commence à le combattre. Il commence à le combattre clandestinement avec Edouard Balladur. Il commence à faire la campagne, à préparer la campagne d'Edouard Balladur au sein de l'UMP. Au sein de l'UMP. Il va convaincre les cadres de l'UMP en leur disant, écoutez, Chirac c'est un plaisantin. Chirac lui il était maire de Paris à l'époque. Il dit Chirac c'est un plaisantin, Edouard Balladur c'est du costaud. C'est un tueur, c'est quelqu'un qui est, non seulement il a l'argent, et puis en plus c'est un gars vraiment, lui c'est la puissance. Et il était en train d'intimider beaucoup de cadres de l'UMP pour leur dire, si vous ne soutenez pas Balladur, votre carrière politique c'est terminé. Et Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac avait tellement mal quand il a appris que Sarkozy était en train de lui faire des coups louches au sein même de la direction de l'UMP. Vous voyez un peu, au sein de la direction de l'UMP. Et ce qui a été le déclic, ce qui a fait que Jacques Chirac a remporté l'élection présidentielle de 1995, c'est quoi? Edouard Balladur, étant Premier ministre, a appris, il était informé d'un cancer que François Mitterrand traînait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à siffler dans l'entourage de François Mitterrand que le vieux là, il a un cancer qui est grave, il va mourir. Et ça a pris un peu, c'est dit la sphère politique, jusqu'à ce que François Mitterrand se rende à l'hôpital pour aller se faire opérer du cancer. Et quand il était là-bas, Edouard Balladur traînait la rumeur selon laquelle François Mitterrand, bon, il ne pourrait pas tenir tout au plus 2 mois et qu'il fallait anticiper l'élection présidentielle. Donc François Mitterrand, bien qu'il issue du Parti Socialiste, ça veut dire lui il était de gauche et l'UMP c'est un parti de droite, quand il est sorti de l'hôpital, il était très en colère contre son Premier ministre. Donc, il a pris la décision de montrer à Edouard Balladur que lui là, il reste le boss. C'est comme ça que il appelle Jacques Chirac et il lui dit, mon petit, je vais t'aider à être président de la République. Bien que le Parti Socialiste à l'époque, même eux-mêmes, ils avaient déjà un candidat. Ils avaient un candidat. Le Parti Socialiste avait son candidat à l'élection présidentielle de 1995 parce que le vieux Mitterrand ne pouvait pas se présenter. Mais le vieux Mitterrand a décidé de faire un coup à, comment dirais-je, à Edouard Balladur en soutenant de façon sournoise Jacques Chirac. C'est comme ça qu'ils ont mis en place le coup du livre d'or. Ils ont mis en place le coup du livre d'or. Et mais je vous assure, c'était une masterclass politique. C'est là que l'appellation spin doctor là, vraiment je dirais, cette appellation là a conquis l'espace politique français. Parce que les spin doctors, ce sont des hommes qui sont spécialistes en communication et qui sont très proches des hommes politiques influents et qui mettent en place une stratégie dans le but non seulement d'influencer, mais de redorer l'image, par exemple, d'un autre politique dans le but de l'hisser au sommet de l'État. Donc, je vais définir ça comme ça. Et donc, les spin doctors de Jacques Chirac, qui était sa fille, et le spin doctor de François Mitterrand font une coalition, ils mettent en place le coup du livre d'or. C'est quoi le coup du livre d'or? Le coup du livre d'or, là, c'est quoi? C'est que la mairie de Paris est la commune la plus importante en termes de visibilité au niveau de la France. Et donc, il crée un truc de commémoration, d'hommage, je dirais un truc en tout cas de commémoration pour rendre hommage aux combattants, pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué non seulement à redorer l'image de la ville de Paris, mais également qui ont eu une certaine influence dans la sphère politique française. En gros, c'était je dirais, un prétexte qui était fallacieux. Ils mettent ça en place. Et à cette cérémonie-là, Sarkozy étant maire de Paris, il a dit Sarkozy, Jacques Chirac étant maire de Paris, c'est lui qui présidait la cérémonie. Mais il a invité le président de la République qui était François Mitterrand. Et le président de la République, il a convoqué son Premier ministre, il a demandé à son Premier ministre d'être là à cette cérémonie-là. Donc, les gars, ils étaient tous présents, le gouvernement était présent, tout et tout, et Sarkozy, Jacques Chirac présidait la cérémonie en tant que maire de Paris. La particularité est que Jacques Chirac et Edouard Balladur, qui étaient Premier ministre, mais qui étaient aux côtés de François Mitterrand en tant que Premier ministre, voilà. La particularité était que tout le gouvernement était aligné dans un côté, et puis bon, Jacques Chirac, lui, il tenait, il a prononcé un discours, il a fait son allocution et autres. Et quand Jacques Chirac finit de faire son allocution, contre toute attente,
le speaker prend la parole, il dit, il est l'heure maintenant pour le maire de Paris et le président de la République d'aller signer le livre d'or. D'aller signer le livre d'or dans les locaux de la mairie. Et vu que la cérémonie était en direct, mais c'était bizarre qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, le premier ministre qui est issu du même parti que Jacques Chirac soit là comme ça calé là à attendre ces deux hommes politiques là dehors et que François Mitterrand qui est issu d'un parti qui est opposé à l'UMP se rende au sein des locaux de la mairie de Paris pour signer un soi-disant livre d'or. Et à cette occasion là, la photo qui a marqué les esprits, c'est que Mitterrand a mis la main sur l'épaule de Jacques Chirac. Et ça veut dire que cette photo-là était tellement symbolique, était tellement forte, que tous les Français ont compris que le choix de Mitterrand à l'élection présidentielle, c'était même pas quelqu'un qui était issu de lui-même son propre parti politique, mais c'était plutôt Jacques Chirac. C'est comme ça que François Mitterrand a fait gagner, a fait remporter l'élection présidentielle à, à Jacques Chirac lors de l'élection présidentielle 1995. Parce qu'effectivement, quelques mois après, Édouard Balladur a été battu. Donc, pour revenir au sort de Nicolas Sarkozy, qui avait trahi Jacques Chirac a décidé de verrouiller Nicolas Sarkozy. Quand Jacques Chirac a pris le pouvoir en 1995, il a fait, je crois, 2 mandats. C'est en 2007 que Nicolas Sarkozy a été président, après le deuxième mandat de Jacques Chirac. Je crois à l'époque, c'était un mandat de 7 ans, si je ne me trompe pas, 7 ans, et puis bon, voilà. Et donc, si vous remarquez de 1995 jusqu'à 2007, là, Ouattara, lui, était où? Parce que Sarkozy a traversé le désert. Jacques Chirac lui a fait broyer le noix de 1995 jusqu'à 2007. Et Jacques Chirac, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai la mémoire de Jacques Chirac. Jacques Chirac n'a jamais aimé Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, c'est ce qu'il disait à Sarkozy, il dit, toi ton gars là, parce qu'il savait que Sarkozy et Ouattara étaient proches. Il lui a dit, toi ton gars là ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Jacques Chirac détestait Alassane Dramane Ouattara. Le choix de Chirac là, vous savez c'était qui? C'était Charles Konan Banny. Je répète, le choix de Chirac, c'était Charles Konan Banny. Voilà pourquoi en 93, quand il y a eu cette zizanie, bon, Bédié a pris le pouvoir. Mais en 99, il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État, la France était informée. Le choix de Chirac, ce n'était ni Alassane Ouattara, ni le président Henri Konan Bédié. C'était Charles Konan Banny. Pourquoi? Parce que Chirac, là, pour lui, Houphouët-Boigny était comme un père. Il était très attaché à Houphouët-Boigny. Et il était imprégné de la culture ivoirienne. Il maîtrisait la sociologie politique en Côte d'Ivoire. Donc pour lui, le pouvoir, après la mort du président Houphouët, le pouvoir ne devait pas revenir seulement qu'à un Baoulé, mais ça devait revenir à un Baoulé originaire de Yamoussoukro. Je répète, Chirac maîtrisait la sociologie politique en Côte d'Ivoire. Et donc, pour Chirac, là, le pouvoir ne devait pas revenir seulement à un Baoulé, comme le président Bédié a pris le pouvoir, mais ça devait surtout revenir à un Baoulé originaire de Yamoussoukro. Donc Chirac était en train de faire tout possible pour que Charles Konan Banny soit président. Ça, c'était l'objectif de Chirac. Et il n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Donc de 95, sous Chirac, de 95 jusqu'à 2007, là, Ouattara, il était où? Ouattara était où? C'est quand Sarkozy a pris le pouvoir. Parce que quand Chirac a fini ses mandats, Sarkozy, honnêtement, il a été bon stratège. Il a été vraiment, je dirais, très fin. Il a pu user de toutes ses ressources, je dirais, diplomatiques, de son carnet d'adresses pour pouvoir vraiment peser très lourd au sein de son parti. Et c'est comme ça qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Et puis il a remporté l'élection. Il a remporté l'élection au dernier tour devant Ségolène Royal en 2007. C'est quand Sarkozy prend le pouvoir en 2007 pour faire ses 5 ans. Son mandat est fini en 2012. C'est là que Ouattara commence à réapparaître avec puissance sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Sinon, Ouattara, il n'était rien. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, là, les macronistes, le parti d'Emmanuel Macron, là, Renaissance, Macron, lui, il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Ils ont décidé de broyer Chirac. Je répète, ils ont décidé de broyer Chirac parce que Chirac pèse trop jusqu'à présent. Il dit Chirac, Sarkozy, pourquoi je mélange? Ils ont décidé de broyer Sarkozy parce que jusqu'à présent, Sarkozy continue de peser dans la sphère politique. Il fait trop de chantage au parti d'Emmanuel Macron. Il fait trop de chantage au parti Renaissance. L'actuel premier ministre français que vous voyez là, c'est l'un des bons petits de Nicolas Sarkozy.
François Bayrou, c'est l'un des gars de Nicolas Sarkozy. Presque tous les premiers ministres français, là, Sarkozy a toujours pesé, en tout cas sous Emmanuel Macron, Sarkozy a toujours pesé pour que ces gars soient nommés premiers ministres. Il fait du chantage politique, il a longtemps fait du chantage politique à Emmanuel Macron. Donc Macron sait que si lui, demain, il quitte l'Élysée, que ce Chirac-là, il a toujours ce poids politique-là. Mais lui, il est cuit. Donc ils ont décidé de broyer Nicolas Sarkozy. Ils ont décidé de broyer Nicolas Sarkozy pour l'affaiblir politiquement avant la prochaine élection présidentielle. Voilà pourquoi il a tous ces problèmes. Il a tous ces problèmes que vous voyez en ce moment. On le traîne ici et là, il est condamné avec sursis, on le traîne ici et là parce qu'ils ont décidé de le broyer. Ouais, non, moi, je vais intervenir rapidement pour dire que quand j'écoute ce que tu racontes, je vois que chez eux là-bas, ça se passe bien. Hein. Ils font de la bonne politique, tu vois. Personne ne prend les armes, on fait des alliances, on essaie de convaincre avec les idées. Mais par contre, en Afrique, c'est autre chose, tu vois. Et nous, on a déjà mal, nous les Africains aujourd'hui. Franchement, on a mal. Quand on voyage, on voit ce qui se passe ailleurs. Et puis chez nous, on voit que c'est le chaos qui gouverne, c'est le chaos qui règne. C'est pas normal, franchement. C'est pas normal. Et comment on va y arriver? Comment on va faire pour que il y ait, on ait les mêmes chances? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, franchement, c'est un très beau coup d'histoire que tu nous fais. Franchement, moi, j'aurais jamais su ça. Aujourd'hui, j'entends ça. Je suis très ravi d'entendre. Et je pense qu'on doit se servir de cette histoire. Il faut qu'on se serve aussi de cet exemple-là pour ramener les mêmes chances chez nous, franchement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça va vraiment pas, franchement. Donc, c'était juste pour dire ça. Mais mon frère, t'inquiète, ça va prendre fin. Parce que, au fait, les gens, ils tiennent des discours guerriers. Ils savent pas que, je veux dire que Ouattara est le produit du système politique français. Et celui qui, comment dirais-je, celui qui est le garant des intérêts qui est le garant même du personnage Alassane Ouattara au niveau du système de l'appareil politique français, c'est Nicolas Sarkozy. Mais le système ici en France a décidé de broyer Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous savez pourquoi? Quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire récemment, il a produit un communiqué pour menacer Jean-Luc Mélenchon. Il dit oui, on va le traduire en justice, il a insulté le président, tout et tout, il sera traduit en justice. Quel a été comment dirais-je, le discours du porte-parole du gouvernement? Autrement dit, quelle a été la réaction du gouvernement ivoirien? Mais le gouvernement ivoirien n'a pas été capable d'assumer les propos d'un ambassadeur, qui est quand même le représentant du président de la République en France. Et au regard des relations diplomatiques très importantes entre la Côte d'Ivoire et la France, tu ne vas pas nommer n'importe qui des relations diplomatiques très importantes de la Côte d'Ivoire en France. Mais ils se sont rebiffés parce que ils savent ce qui arrive. Ils savent que celui que par maladresse, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire a essayé de titiller là, mais au minimum, il aura une cohabitation hein, dans le prochain gouvernement, après l'élection présidentielle. Au minimum, il aura une cohabitation. Et ils savent ça. Sinon, je dirais même que c'est le futur président de la France qui est là, Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'ils ont eu connaissance des vrais sondages qui donnent ce monsieur-là vainqueur à la prochaine élection présidentielle. Et un gars comme ça, là, vous pensez qu'il va accepter, lui en tant que président de la France, il va accepter de, comment dire... Excuse-moi, il y a une belle question à te poser, à ton avis. Tu penses que si Jean-Luc Mélenchon est élu président, tu penses que comment ça va impacter la politique en Côte d'Ivoire, à ton avis? C'est une très belle question. S'il est élu, comme je t'ai dit là, tu vois, il y a la France-Afrique, faut pas, on va se mentir, moi je veux pas, comment dirais-je, tenir un discours angélique ici, pour dire non, la France-Afrique ça n'existe pas, c'est faux, c'est faux, ça existe. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est de gauche. Et lui aussi, il a ses réseaux au niveau de l'Afrique. Il a ses hommes au sein de son parti politique qui sont des binationaux, qui sont comment dirais-je, des gens qui ont une double nationalité, pour dire les choses simplement, et qui ont leurs racines en Afrique, mais qui ont grandi en France, qui sont nés en France, qui font la politique française, qui ont une meilleure connaissance de la situation politique, comment dire, en Afrique, des relations politiques entre l'Afrique et la France. Et lui-même, Jean-Luc Mélenchon, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Luc Mélenchon est un pur produit de François Mitterrand, qui, je dirais, est le meilleur, est un fin connaisseur, a été le meilleur politicien en France, qui vraiment maîtrisait la politique africaine. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a été dans le gouvernement de François Mitterrand en tant que ministre. Et également, il a cette connaissance des réalités france-africaines. Voilà pourquoi il insiste très souvent, quand tu écoutes Jean-Luc Mélenchon parler, il insiste sur quoi? Sur le paternalisme français. Il sait que ça a été une erreur qui a été commise à l'époque par, comment dirais-je, par les prédécesseurs de l'actuel président de la République, et que c'est un paradigme qu'il faudra changer. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, je vais te prendre un cas très simple et récent pour que tu puisses comprendre l'intérêt pour lui de peser dans la politique ivoirienne de façon indirecte, mais de ne pas laisser un pouvoir comme celui d'Alassane Ouattara continuer de réprimer l'opposition politique ivoirienne et même le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais te prendre le cas du Sénégal. Ça, c'est très récent. Pendant l'élection présidentielle au Sénégal, Jean-Luc Mélenchon, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, non, toi tu le sais,
s'est rendu à plusieurs fois à des meetings du PASTEF. Il a ouvertement soutenu le PASTEF. Et ça, au niveau diplomatique, ça jouait favorablement. Ça jouait favorablement, comment dire, ça jouait en faveur du PASTEF, d'Ousmane Sonko. Quand le PASTEF prend le pouvoir et que Diomaye Faye est président, ils invitent, la première personnalité politique française à inviter, c'est Jean-Luc Mélenchon. Avant même que Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il n'a pas mis les pieds au Sénégal. Mais la première personnalité politique française qui a été au Sénégal après l'élection d'un candidat du PASTEF, à savoir Diomaye Faye, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en ce moment-là, il y a encore une forte collaboration entre ces deux partis politiques, la France Insoumise et le PASTEF. Dans quelle perspective? C'est vrai qu'en représailles, Macron même n'a jamais rencontré Sonko pour ça. Et justement, du coup, c'est comme un conflit. C'est ça. Dans la perspective de préparer l'élection présidentielle, en France, dans la perspective, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux du PASTEF dans la diaspora pour venir en soutien à Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, là, il a la pression. Au niveau idéologique, il se doit de, je ne dirais pas de changer de façon totale la donne en ce qui concerne la politique france-africaine, mais il se doit aujourd'hui d'entreprendre des actions dans le sens du renouement des relations entre les États africains et la France. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'État, quelle est la situation en termes relationnels entre la France et les pays africains? Mais la situation est catastrophique. C'est catastrophique. Les exemples sont là, sous nos yeux. Regardez l'AES. Regardez l'AES aujourd'hui, regardez les pays, tout et tout. Mais ce ne sont pas des personnes ce ne sont pas des États qui sont hostiles à la France. La preuve en est, c'est-à-dire qu'il y a une forte diaspora malienne en France. Et les Français savent qu'ils ne doivent jamais commettre l'erreur de s'acharner sur la diaspora malienne en France sous prétexte que celle-ci soutient, comment dire, le gouvernement malien. Voilà pourquoi on leur permet de faire les meetings ici. Bali Bakayoko, maire, qui est quand même maire de la plus grande commune d'Île-de-France, l'une des plus grandes communes de France d'ailleurs, qui est maire de Saint-Denis. Mais Bali Bakayoko est d'origine malienne. Allez lire la réaction de Bali Bakayoko lorsque un agent des renseignements généraux français a été libéré. Bali Bakayoko a exprimé sa satisfaction de voir qu'il y a un apaisement entre le gouvernement malien et les autorités françaises. Mais Bali Bakayoko, là, c'est un pion de la France insoumise. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je vais dire que pour la France insoumise, il est important de, comment dire, de continuer à travailler dans le sens de la sauvegarde, de la collaboration entre la France et l'Afrique. Mais eux, là, leur axe idéologique, c'est quoi? C'est qu'il faut sortir du paternalisme. Il faut sortir du paternalisme. Autrement dit, il faut travailler à ce que les gouvernements africains, je ne dirais pas qu'ils vont venir nous dire, bon, on fera du 50-50 ou alors... Mais excuse-moi, mais est-ce qu'ils seront prêts à renégocier certains contrats? C'est ça aussi, parce qu'ils sont bien avantageux sur plein de contrats. Parce que c'est ça, c'est vrai qu'ils parlent, moi je le comprends, je sais qu'ils essaient de titiller un peu la gauche, un peu africaine, tu vois. Avant même de parler des contrats, là, parlons d'abord du respect. Tout bien. Très bien. Avant de parler des contrats, parlons. Quand ils sont dans l'opposition, souvent quand ils sont dans l'opposition comme ça, c'est comme ça qu'ils parlent. Il faut arriver au pouvoir vrai, là-bas. Franchement, voilà. Voici le gars dit, c'est vrai. Ils ont commencé à collaborer maintenant avec le pouvoir. Vous savez les gars, moi, je ne vais pas venir dire ici, nous ne sommes pas naïfs. On ne dira pas que, ah ouais, si par exemple Mélenchon est au pouvoir, voilà, la France vraiment va tout céder à la Côte d'Ivoire. Il n'aura pas, je ne peux pas dire ça parce que c'est vraiment, ça serait vraiment, je dirais, hypocrite et même, ça serait un discours vraiment utopique. Je ne peux pas tenir ce genre de discours-là, mais je suis en train de partir sur une base qui est assez réelle. Regardez un peu. En ce qui concerne les relations, en ce qui concerne même les relations en termes de respect, regardez ce qui s'est passé. Regardez l'image d'Emmanuel Macron à Abidjan. Un président âgé qui est dans la quarantaine, qui s'est rendu en Côte d'Ivoire, et on voyait autour de lui tout le gouvernement ivoirien, dont la moyenne d'âge est de 60 ans. On voyait des vieillards de 60 ans applaudir pour un jeune homme de 40 ans. Parce que, enfin, à l'occasion de son anniversaire, parce que ce dernier-là est le président de la France. Donc, ce paternalisme-là, déjà, là, ça suit la relation entre la France et des pays africains comme la Côte d'Ivoire. C'est à cela que Jean-Luc Mélenchon, lui, il a décidé de travailler. C'est-à-dire l'image, la forme. Maintenant, allons sur les questions, je dirais, fondamentales. Allons sur le fond. Sur le fond, on va aller d'abord sur le volet sécuritaire. Est-ce qu'il serait bien pour la France de renforcer, je dirais, la coopération sécuritaire avec les pays africains? En prenant la question dans l'autre sens, est-ce qu'il serait bien pour les pays africains de renforcer sa coopération sécuritaire avec la France? Mais la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui parce qu'aujourd'hui, ne nous montons pas, ne nous voilons pas la face. Ces terroristes qui sont en Afrique, là, d'où viennent ces armes de ces terroristes-là? Qui sont ceux qui les forment? On sait que ces gens sont formés par des puissances étrangères.
Moi, je ne suis pas président du Niger, je ne suis pas président du Mali, je ne suis pas non plus président du Burkina. Mais une chose est sûre, est que le président du Niger, à savoir le général Tiani, a dit ceci. La France est la puissance étrangère qui non seulement ravitaille ces militaires-là en armes, mais également leur donne une formation. Ça, ce sont les propos du général Tiani. Ce sont les propos qui sont graves. Ce discours a été repris par le président Assimi Goïta, ça a été repris par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, les choses sont assez claires, au fait. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Et donc, un homme comme Jean-Luc Mélenchon, au lieu de travailler à, je dirais, de travailler à créer les conditions de, comment dirais-je, de la belligérance, à créer des conditions conflictuelles entre la France